Tranche de couple. Un podcast de Guillaume et Max. La vie à deux, au fil de l'eau. Bonjour et bienvenue pour ce 14e épisode de notre podcast Tranche de couple. Épisode intitulé très sobrement Home sweet home, again. Eh ben oui, on va, vous imaginez, avoir beaucoup de choses à vous dire pendant ce podcast. Bon, il ne s'est pas passé grand-chose les dernières semaines, là c'est relativement calme, on est dans une période où les médias ne savent plus trop quoi se mettre sous la dent, donc nous aussi on a un peu de mal à constituer le podcast aujourd'hui, je dois reconnaître. En fait, on va quand même essayer de ne pas être trop long parce que je pense qu'on pourrait y passer très longtemps. Oui, et puis on évitera aussi d'être monosujet, même si, c'est vrai, ces 2 dernières semaines et les semaines qui s'annoncent devant nous risquent d'être un petit peu focalisées sur une actualité qui est sans doute la même là où vous vous trouvez partout sur la planète. Petit big up en passage à Pierre et Mathieu qui sont en tour du monde et qui sont actuellement en pleine retraite au Vietnam pour essayer de regagner le Japon. On pense bien à eux et à tous ceux qui sont bloqués aussi ailleurs dans le monde et pour qui c'est pas forcément facile de vivre ça tout en n'étant pas à la maison. Et vous pouvez suivre Mathieu et Pierre sur leur blog ilvoyage.fr. Petite actu brûlante donc cette semaine, on en avait déjà un peu parlé les semaines précédentes sur le coronavirus. On a décidé qu'on n'allait pas forcément s'attarder très longtemps dessus parce que je pense que on est tous un peu saturés par les informations et par tout ce qui nous arrive via les réseaux sociaux, via les médias, et que rien ne remplace les sites internet, comme on l'a déjà dit la dernière fois, de l'Organisation mondiale de la santé et du ministère de la Santé, qu'on soit en Belgique ou en France. Le ministre de la Santé, par ailleurs, a utilisé tout à l'heure un tweet pour faire passer une information qui doit être également, évidemment, interprétée de façon correcte. Il parlait d'utiliser du paracétamol pour lutter contre les syndromes, notamment les symptômes grippaux, et surtout pas d'anti-inflammatoires. Il ne s'agit pas de faire de l'automédication, mais bien de prendre en quantité raisonnable le paracétamol au cas échéant, et évidemment de consulter son médecin généraliste par téléphone si d'autres symptômes plus graves se présentent. On pourrait en parler pendant des heures, donc moi je fais juste un petit point purement factuel. Au-delà des chiffres, de nombreux pays aujourd'hui ferment leurs frontières, notamment au sein de l'Union européenne. Rappeler que l'Union européenne, ça nous rappelle malheureusement que l'Union européenne est encore une organisation qui aurait besoin d'être plus, de fonctionner différemment peut-être, et qu'une réponse coordonnée européenne qui n'a toujours pas eu lieu, qui a été appelée de ses vœux par Emmanuel Macron jeudi soir pendant son discours. Max vous donnera son point de vue derrière, mais moi je trouve que ça n'a toujours pas eu lieu et que surtout que l'Union européenne aurait pu répondre dès le début d'une seule voix, mettre en place des mesures uniformes sur l'ensemble du territoire, puisqu'on sait que, a fortiori sur un territoire comme l'Union européenne, vaste et où les mouvements des personnes et des biens sont libres, le virus circule aussi. Alors, je souhaiterais juste... Et je voudrais aussi en profiter pour faire quand même un big up à nos amis italiens, mais on y reviendra après. Je voulais juste rappeler que la santé n'est pas une compétence de l'Union européenne. Et c'est vrai qu'ils sont nombreux ceux qui se sont émus de l'absence de propositions, de réactions, de mesures de la Commission européenne. Et je crois qu'il faut distinguer 2 choses. D'une part, la Commission européenne, qui a une compétence, qui n'a pas de compétence dans le domaine de la santé, qui a une compétence dans le domaine du marché commun. Et c'est pour ça que Thierry Breton, commissaire au marché intérieur, a annoncé qu'ils allaient travailler avec les industries pour développer et rendre accessibles les produits qui manquent. Et puis, la coordination européenne au sens politique, qui s'est mis en place déjà ces derniers jours, mais qui, c'est vrai, a mis un peu de temps à se mettre en place, mais qui après dépend de la volonté politique des États membres. Ah, mais je suis bien d'accord. Et c'est là où on peut voir, comme tu l'as mentionné, Guillaume, que certains pays décident de fermer leurs frontières, que pour les étrangers d'ailleurs, donc ce qui est un peu bon et un peu étonnant. Et puis, on peut se poser la question, au moment où on a quand même un pays, l'Italie, qui est vraiment le plus affecté au sein de l'Union européenne,
le fait qu'il y ait des restrictions à l'export de certains matériels médicaux qui sont en manque cruciaux, donc d'Allemagne vers l'Italie, de la France vers l'Italie, et que l'Italie soit obligée de recourir à du matériel acheté en Turquie ou en Chine. Voilà, ça pose question, et c'est là où on peut voir les limites. Alors c'est vrai que c'est un dilemme qui n'est pas évident quand on est responsable national et que par ailleurs ces mêmes matériaux manquent également pour soigner sa propre population. Voilà, que faut-il faire Question compliquée. C'est une question compliquée qui faudra sans doute se poser. J'ai vu qu'il y avait sur une petite polémique aussi sur le fait que la France, au début de l'épidémie à Wuhan, avait envoyé 17 tonnes de matériel, dont des masques FFP2, je crois. FFP2, et que donc c'était scandaleux puisque au final on allait en manquer en France. Bon, mais il y a des gens qui reprochent aujourd'hui à la France de ne pas faire preuve de solidarité vis-à-vis notamment de l'Italie et d'autres pays touchés. Voilà, c'est des décisions compliquées. De toute façon, on vit dans un monde où aucune décision n'aura la majorité ou difficilement la majorité d'approbation de la part des gens. On fera toujours des mécontents, quel que soit le choix, et je ne voudrais pas être à la place de ceux qui prennent ces décisions. Mais on peut quand même saluer une certaine union nationale autour du discours d'Emmanuel Macron de jeudi soir, puisque quand même il y a très largement un soutien aux mesures qui ont été annoncées. Combien On était à 60%, un peu plus de 60% de soutien. C'est extraordinaire. Cette situation de Covid-19 amène les gens à ne pas être très rationnels. Il y a des situations un petit peu cocasses avec finalement des magasins, que ce soit en Belgique ou en France, qui ont été complètement dévalisés. Non, et puis surtout, le plus cocasse, c'est quand même que ça concerne... Alors, c'est d'un côté une bonne nouvelle, parce que ça concerne des produits d'hygiène, notamment les savons, tout ce qui sert à se laver les mains, puisqu'il faut se laver les mains plusieurs fois par jour, et entre autres mesures importantes, ça et la distanciation, je crois que c'est ce qu'on appelle la distanciation sociale, ce sont les deux mesures les plus importantes, mesures pour soi et mesures pour les autres, parce que, je rappelle aussi qu'on est tous porteurs potentiels du virus, même sans en avoir les symptômes, et qu'on est donc tous diffuseurs de ce virus, donc plus on limite nos sorties, nos voyages, et nos contacts, nos interactions sociales, moins on risque de le diffuser. Et donc, pour en revenir à cette histoire d'achalandage, ce sont donc essentiellement les savons et le papier toilette. Donc, pas mal de gens se sont émus, notamment sur Twitter, pour dire mais quelle est cette... Il faudrait peut-être, notamment Gérard Haraud, ancien ambassadeur de France, mais qu'est-ce qu'il y a comme information psychologique derrière ces gens qui se jettent sur des rouleaux de papier toilette chez eux. Alors je sais qu'on n'est peut-être pas tous... Moi je fonctionne un peu par stock, donc j'ai toujours un peu du stock d'avance. Mais c'est pareil, je viens de voir passer sur Twitter tout à l'heure, on vous le retweetera. Je précise qu'on est samedi pour vous donner un peu une idée de la temporalité, comme on enregistre toujours. On est samedi 14 du coup. Bref, enfin, on le retweetera après avoir diffusé le podcast lundi, où on voit une dame qui fait une provision de margarine, de fromage râpé, mais elle en a genre 20 paquets devant elle, quoi. Tu sais pas. Peut-être qu'elle est dans une institution, je ne sais rien. Non, mais c'est sûr que c'est un peu absurde. C'est surprenant. Bon, enfin bref. Allez, c'était un petit point. Voilà, mais bon, c'est sûr que il faut savoir aussi se ménager, et on pense aussi à toutes les personnes qui ne peuvent pas aller faire leurs courses parce qu'elles doivent aussi se protéger, les personnes qui sont un peu plus fragiles au niveau santé ou immunitaire, ou les personnes âgées, et donc on espère que la solidarité jouera aussi à plein pour qu'elles puissent trouver des gens qui peuvent les aider pour leurs courses. Voilà, le deuxième sujet de l'actu cette semaine, c'est un sujet que vous avez bien en tête si vous habitez en France surtout, c'est la campagne des municipales, puisque la campagne officielle s'est terminée vendredi soir à minuit, et que le premier tour
Le premier tour se déroulera dimanche. Alors c'était une grande question, est-ce que, vu la situation sanitaire actuelle, fallait-il maintenir ou pas maintenir les élections ? Je crois que dans la classe politique, le constat était unanime qu'il ne fallait pas reporter ces élections. Et les médecins ont visiblement indiqué qu'il n'y avait pas d'obstacle, dans la mesure aussi où on respecte un certain nombre de règles et de procédures. Sociale. Éviter les fils, voilà, peut-être que les aînés puissent passer plus rapidement. Voilà, ce qu'on peut vous conseiller, c'est bien sûr de porter des gants, peut-être d'apporter votre propre stylo pour émarger sur les listes électorales, et puis de bien maintenir la distance, de ne pas saluer physiquement les gens et de ne pas vous attarder. En tout cas, on remercie tous les assesseurs, présidents de bureaux de vote qui faciliteront l'organisation de ces élections un petit peu spéciales, mais qui permettent de faire vivre la démocratie, et c'est important. Moi, je voudrais signaler une dernière actu un peu plus joyeuse aussi pour terminer sur cette rubrique. C'est l'inauguration par Emmanuel Macron la semaine dernière du premier café joyeux temporaire, un flagship, un porte-étendard temporaire sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce que les cafés joyeux ? Les cafés joyeux, ce sont des cafés qui ont été... une aventure qui a débuté à Nantes. Aujourd'hui, il y a plusieurs cafés aussi à Paris qui sont tenus, où les serveurs, les baristas, sont des personnes porteuses d'un handicap mental, notamment la trisomie, pas exclusivement, mais essentiellement. Et donc, il y en a aujourd'hui 5 ou 6 entre Paris et Nantes. Il y en a un qui vient d'ouvrir à Bordeaux. Et donc ce flagship qui a été inauguré avec Emmanuel Macron il y a quelques jours, mardi ou mercredi, sur les Champs-Élysées. Et puis c'est des cafés qui nous rappellent que voilà, tout le monde peut travailler, tout le monde peut apporter sa pierre à la société, quel que soit nos handicaps, quel que soit notre histoire. Voilà, je vous recommande, si vous êtes, alors peut-être pas en ce moment, mais d'ici, même si c'est difficile de dire ça, de passer dans un café joyeux et de vous faire servir avec plaisir, avec bonheur et avec le sourire par ses coéquipiers, qu'ils soient en formation ou qu'ils soient déjà formés. Je pense que c'est une façon aussi extrêmement positive. Vous pouvez les soutenir en ce moment parce qu'ils font notamment des ventes. Ils ont un e-shop, une boutique en ligne où ils vendent notamment du café. C'est peut-être une façon, alors que dans une période où c'est pas forcément recommandé d'aller directement dans les cafés, de e-shop, de les soutenir. Exactement. Oui, pardon, une boutique internet, une boutique en ligne. Et en tout cas, c'est sûr que c'est une excellente opportunité, et surtout un super concept. Et vous les retrouverez donc sur caféjoyeux.com. Voilà, on est content dans la rubrique suivante de vous parler de notre petite vie où on s'est installé dans notre maison. Lors du dernier podcast, on venait de déménager, c'était encore tout frais. On avait beaucoup de cartons, même si on avait déjà ouvert un certain nombre. Et donc ça fait 2 semaines qu'on est heureux propriétaire habitant notre maison, et ça change pas mal de choses parce que ça veut aussi dire que quand tu t'installes, tu peux faire les trous dans le mur pour poser tes cadres. On en a posé déjà un certain nombre. Tu peux vraiment choisir comme tu as envie de t'installer. Et nous on était vraiment, on est vraiment heureux d'être chez nous. Alors c'était un peu particulier aussi parce que dans les 2 dernières semaines, on a passé un petit peu de temps à la maison. J'ai eu la chance de côtoyer l'un des premiers cas. Voilà, premier cas de Covid dans mon boulot et en Belgique. Et du coup, j'ai été en confinement volontaire pendant 1 semaine et demie. Et donc, la difficulté dans ce contexte, c'est qu'on n'avait pas d'Internet. Parce que même si on s'y était pris très en avance, et plus si on vous l'avait mentionné la dernière fois, on avait fait venir l'un des prestataires
un des opérateurs téléphoniques, mais malheureusement, il n'y avait pas le boîtier de connexion qui devait normalement être là. Bon, il se trouve que vendredi dernier, donc hier, l'entreprise est revenue, ou un prestataire de l'entreprise est revenu, finalement a découvert que cette boîte, en fait, elle était bien là, mais elle n'était pas exactement à l'endroit où on pensait qu'elle était. C'était caché. Voilà, donc en tout cas, il nous a refait l'installation, la connexion avec le boîtier extérieur, et nous avons donc depuis hier Internet. Ce qui, on peut vous le dire, est un vrai soulagement. On avait un peu peur que éventuellement la connexion Internet n'arrive pas et soit éventuellement contrainte par les mesures gouvernementales pour limiter les trajets et la présence voilà, des gens au travail. Mais voilà, donc ça va, on a Internet, on va pouvoir joyeusement télétravailler pour au moins les 3 prochaines semaines, puisque c'est ce qui nous attend. Alors on va essayer de s'installer un petit peu voilà, bien, mais on vous en reparlera. Rubrique suivante. Rubrique Belgitude, c'est ça ? Ouais. Peut-être parler rapidement des mesures qui ont été annoncées par le gouvernement belge jeudi soir. Jeudi soir, le gouvernement, donc après une fort longue réunion, on soupçonne la Première ministre d'avoir attendu d'ailleurs après le discours d'Emmanuel Macron pour finaliser certaines des propositions qui allaient être faites, ce qui explique que la réunion a été convoquée, enfin ce qui explique non, mais ce qui fait que la réunion a été convoquée à 18h30 et que la conférence de presse a eu lieu à 22h30 pour annoncer entre autres mesures qui sont parmi les plus restrictives en Europe, probablement après l'Italie, la fermeture des écoles, la fermeture des universités. Les crèches restent, elles, ouvertes, mais les parents sont invités à ne pas envoyer leurs enfants, sauf s'ils travaillent dans des secteurs médicaux. Les écoles sont fermées, cela dit, mais contrairement à la France, les parents peuvent y déposer les enfants s'ils ne peuvent pas les garder à la maison. Des systèmes de garderie sont ouverts. Les universités sont invitées à faire des cours en ligne, tout comme d'ailleurs les écoles, les athénées ici. Dans la mesure du possible. Tiens, ce sera pour être un sujet, d'ailleurs, Max, pour notre prochain podcast. Je ne veux pas spoiler, mais peut-être que vous en réentendrez parler. Une autre mesure qui, en Belgique, est beaucoup plus symbolique, il y a ce qu'on appelle en Belgique le secteur de l'Horeca, qui est hôtellerie, restauration, café, qui va être touché de plein fouet, puisque la deuxième mesure, c'est qu'à partir de du vendredi 13 à minuit, enfin dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 à minuit, tous les bars, les restaurants et les prestataires Horeca accueillant du public doivent fermer leurs portes pour une durée officiellement de 3 semaines jusqu'à début avril. Je crois que tout le monde a en tête que ça va durer probablement un peu plus longtemps. Affaire à suivre pour l'instant. C'est les principales mesures qui ont été annoncées. Donc c'est une gestion de la crise où on ne ferme pas les frontières. Je pense qu'il y a une forme de réalisme là derrière, de se dire qu'on aura beau fermer toutes les frontières aujourd'hui, on a une forme de porosité qui reste, même si on les ferme. On pourra faire la liste, mais on reviendra sur un secteur en particulier. En tout cas, je reviendrai sur un secteur en particulier dans la prochaine rubrique. Mais de tous les secteurs impactés, je crois qu'on est tous on va tous être plus ou moins touchés. Et je crois que, comme le disait Max tout à l'heure, l'important c'est aussi de se serrer les coudes, de faire preuve de solidarité et de penser aux plus faibles et comment les protéger et comment les aider. Je rajoute un petit truc, puisque ça ne vient pas de tomber, mais c'est en train de tomber petit à petit. Il semblerait que cette crise va quand même permettre à la Belgique de se doter d'un gouvernement. Je dis bien, il semblerait, c'est du conditionnel, nous sommes à plus de 400 jours. Il faut qu'elle dure suffisamment longtemps, peut-être. Alors l'idée, pour l'instant, ce serait que donc, la NVA et le PS, NVA côté flamand et Parti socialiste côté wallon, qui ne voulaient plus se parler depuis déjà plusieurs mois, ont décidé que finalement, peut-être, ils allaient se reparler parce que bon, il y avait besoin, il y avait un peu urgence, c'était peut-être intéressant que maintenant ils fassent un gouvernement, je schématise, mais on en est là. Ils ont décidé d'arrêter un peu de regarder leur petite névrose et leur nombril et de regarder un peu plus loin sur l'intérêt général du pays. Donc voilà, on espère peut-être dans un prochain podcast annoncer au moins une bonne nouvelle qui serait la formation d'un gouvernement d'urgence, temporaire, amené à durer s'ils arrivent à se mettre d'accord sur le programme, ce qui n'est encore pas fait. Pas mal. Dans notre rubrique anglo-saxonne, les primaires démocrates, je ne sais pas d'ailleurs si elles continuent de se dérouler dans la situation actuelle, mais elles ont quand même la situation a pas mal évolué au cours des 2 dernières semaines.
puisque notre chouchou Pete Buttigieg en fait s'est retiré le lendemain de l'enregistrement de notre dernier podcast. Donc on n'a pas pu vous en parler, mais c'était un peu un crève-cœur. Donc il s'est reporté sur Joe Biden, et il faut dire que depuis en fait la quasi-intégralité des candidats à la primaire démocrate ont aussi abandonné la bataille. Je crois qu'il y a un argument important qui a prévalu, c'est l'idée que l'enjeu n'était pas de se déchirer dans cette primaire entre démocrates, mais bien de battre Donald Trump lors des élections de novembre prochain. Et par conséquent, un certain nombre de candidats, qui dans tous les cas n'auraient pas été au bout, ont décidé peut-être de manière un peu prématurée d'arrêter leur campagne et de se reporter sur Joe Biden. Joe Biden aujourd'hui est très largement en avance. Il fait face donc à Bernie Sanders. Et je crois que l'appareil démocrate s'est aussi assez largement œuvré pour encourager les petits candidats à se reporter sur Biden, considérant que il fallait que Bernie Sanders avait probablement un positionnement politique qui ne permettrait pas de rassembler suffisamment d'électeurs pour battre Donald Trump. Et donc, il y a un front qui s'est lancé pour soutenir la candidature de Joe Biden, qui a fait du coup un comeback assez impressionnant et qui a remporté notamment les dernières primaires. Donc la question, c'est de savoir si Bernie Sanders va lui aussi jeter l'éponge en avance de phase pour consolider le parti démocrate dans la perspective des élections. Ça c'est pour la partie primaire démocrate. Le président Trump a relativement mal géré le début de la crise du coronavirus, puisque dans un meeting politique il y a pas moins de 2 semaines, il a dit publiquement que le coronavirus c'était en fait on dit un hoax en anglais, donc c'était une fake news, quoi, une fausse une intox. Une intox. C'était une intox. Et qu'en fait, il n'y avait pas de problème, qu'il y aurait 1 ou 2 cas de plus le jour prochain, et puis ensuite, tout d'un coup, ça allait s'arrêter. Pouf, vous savez, le pouf. On peut voir que depuis, il a changé son fusil d'épaule, puisqu'il a déclaré l'état d'urgence aux États-Unis, donc qui permet de débloquer un certain nombre de fonds. Il y a eu un accord entre les républicains et les démocrates au Congrès pour passer une loi et débloquer un certain nombre de mesures. Mais on peut voir que la décision de Donald Trump il y a 2 ans, en fait, de virer complètement l'équipe à la Maison-Blanche qui était chargée de gérer les pandémies, donc de faire la veille sanitaire et de préparer les États-Unis à une réponse coordonnée en cas de pandémie ou de crise sanitaire, était quand même pas la meilleure idée du monde. Donc on va voir, mais c'est sûr que la situation a évolué. La décision de Donald Trump de suspendre l'ensemble des vols vers l'Union européenne, mais en laissant la possibilité, en laissant les vols vers le Royaume-Uni pouvoir toujours voler, a été extrêmement critiqué, puisque le Royaume-Uni est quand même très connecté à l'Union européenne. Et puis par ailleurs, on peut voir qu'aujourd'hui, si un certain nombre de pays de l'Union européenne ont pris des décisions de mesures de confinement et d'inciter les populations à rester chez elles, c'est pas du tout la posture qu'a adopté le Royaume-Uni. Et par conséquent, le fait de laisser les vols entre le Royaume-Uni et les États-Unis se dérouler alors qu'il y avait une quarantaine en gros sur les vols vers l'Union européenne n'a aucun sens, à part peut-être un sens économique, puisqu'on sait que au Royaume-Uni et en Irlande, Donald Trump possède 2 golfs qui sont en difficulté économique, et donc peut-être que ça a joué dans son choix. Anyway. Voilà pour les États-Unis. Pour côté Royaume-Uni, les premières négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pour la relation future se sont déroulées. On voit que les positions sont assez éloignées, avec une position toujours dure du Royaume-Uni qui finalement, d'un point de vue politique,
pas laisse entendre que la priorité, c'est de retrouver son indépendance, quitte à ce que ça se fasse au prix voilà, de l'économie britannique. Et notamment, il y a une grosse incompréhension sur ce qui a été annoncé par le secrétaire au transport. Cette décision que le Royaume-Uni ne restera pas au sein de l'organisme européen de sécurité aérienne, donc l'EASA, mais qu'il allait reprendre la compétence de certification des appareils et de gestion du trafic aérien, en redotant les compétences à l'organisme britannique. Et ça n'a pas été compris parce que ça va coûter très cher et ça prendra énormément de temps. Rubrique culture, Guillaume ? Ouais, rubrique culture qui, une fois n'est pas coutume, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, en fait, maintenant, va être un peu aussi rubrique orientée tech. Je voudrais, moi je vais insister un peu sur un secteur qui me tient particulièrement à cœur, c'est le secteur de la musique classique, le secteur artistique en règle générale. Avec le coronavirus, c'est une pensée très forte pour tous les acteurs de ce secteur qui sont impactés, des dizaines de spectacles, des milliers de spectacles annulés, des milliers d'artistes qui ne seront pas payés derrière. Moi j'ai la chance d'avoir un contrat qui exclut a priori ce genre pour l'instant en tout cas, cette mesure, mais je pense à tous les artistes, notamment les intermittents en France et puis en Belgique, qui sont payés au cachet et qui ne seront pas payés pour les prestations qui ne seront pas effectuées. Une façon de répondre à cette crise, c'est pour tout, si vous avez acheté des billets pour une représentation, pour un concert, pour une représentation de théâtre, quelque chose comme ça, vous recevrez un mail ou un SMS ou un appel vous proposant de vous faire rembourser les billets. Et bien une solution, c'est de dire, écoutez, on ne veut pas se faire rembourser nos billets parce qu'on veut que l'argent aille aux artistes. Il y a plusieurs maisons qui ont déjà proposé de mettre en place cette solution pour les gens qui ont acheté des billets. J'encourage le plus de maisons possible à le faire, évidemment, et le plus de gens possible à le faire, puisque je crois qu'il y a une certaine honnêteté dans ce domaine, et j'espère que toutes les maisons d'opéra, maisons de théâtre et ces centres culturels qui n'auront pas à rembourser les billets en feront bénéficier les artistes qui sont les premiers touchés. Ça, c'était le premier volet. Deuxième volet, c'est que pour tous les amateurs de musique classique, on va être un peu plus positif, ce confinement auquel nous sommes astreints pendant plusieurs semaines va peut-être pouvoir vous donner l'occasion de voir gratuitement, grâce à la mobilisation de pas mal aussi, notamment de maisons d'opéra et d'orchestres, des streamings, des anciens enregistrements live. C'est le cas par exemple de l'Orchestre symphonique de Seattle, c'est le cas aussi du Met à New York, dont les productions sont plutôt en général diffusées dans les cinémas et payantes, mais qui a décidé de mettre en place un certain nombre de streaming internet en libre service à partir d'aujourd'hui en fait. C'est aussi le cas du Berliner Philharmoniker qui donne accès à son Digital Concert Hall. Ce sont des pionniers dans la numérisation des concerts, et ils mettent à disposition une grande partie de leur catalogue en ligne gratuitement pendant quelques semaines, le temps de l'épidémie. Et puis, j'en profite pour rappeler aussi toutes les options gratuites qui existent déjà, qui existaient avant et qui existent toujours. Pour regarder en ligne, vous avez bien évidemment Opéra Vision, qui est un site géré par le réseau Opéra Europa, sur lequel vous pouvez voir des prestations d'opéra de toute l'Europe, notamment à la Monnaie de Bruxelles. Vous n'aurez pas malheureusement la chance de voir la trilogie, puisque la trilogie devait être enregistrée la semaine prochaine, la semaine qui arrive, et que, en raison de l'annulation complète de toutes les représentations au moins jusqu'au mois d'avril, ce ne sera donc pas le cas. Donc vous avez donc Opéra Vision, et le deuxième en ligne, c'est Culture Box, sur lequel vous retrouverez des enregistrements, mais pas seulement d'opéra, de concerts classiques, de concerts non classiques. Ce sont des mines d'or, ça peut aussi détendre de faire autre chose, un max. Et tu vas adorer passer 4 heures devant un Wagner.
On adore. Bref, voilà quelques initiatives. Et n'oubliez pas, toujours, si vous le pouvez, de faire preuve de solidarité vis-à-vis de tous ceux qui sont touchés. On parle des artistes, mais encore une fois, je sais qu'on insiste beaucoup, mais c'est tous ceux qui sont fragiles vis-à-vis du virus, c'est tous ceux qui vont être impactés économiquement. Voilà. Restons les sans-abri et les personnes qui ont besoin de l'aide au quotidien pour pouvoir vivre et survivre. On a peut-être l'occasion, on espère, de vous en parler, de vous parler d'initiatives qui existent dans un prochain podcast. Dans cette rubrique tech, aujourd'hui, on voulait vous parler de télétravail. D'une part parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez commun en Belgique et qui est plutôt bien accepté par les entreprises. On appelle ça le home working dans les environnements un petit peu anglophones. Oui, même pas que anglophone. Et aussi parce que on a bien conscience qu'un certain nombre d'entre vous vont télétravailler. D'ailleurs, on vous encourage. Donc voilà, on voulait vous donner quelques conseils. Il est important, bien sûr, d'avoir une bonne connexion Internet. Et pour ce faire, de notre côté, on a opté pour un routeur extérieur qu'on a branché sur notre box et qui nous permet en fait d'avoir une bien meilleure connexion en Wi-Fi que le Wi-Fi de la box de notre opérateur, parce qu'il faut savoir que ces box ne sont pas en général avec le meilleur Wi-Fi et donc les débits peuvent être vraiment multipliés. Notamment parce qu'un bon routeur, ça coûte cher. Ça coûte cher. Voilà, alors quelques astuces. D'abord, il faut que vous ayez un petit endroit dédié pour travailler, pour que vous soyez vraiment à l'aise, puissiez vous isoler, et puis aussi vous puissiez marquer une différence entre l'espace de travail et le reste de la maison, puisque vous allez être amené à finalement rester un peu dans le même, à la maison tout le temps. Donc c'est important de savoir couper. Donc c'est aussi intéressant si vous avez un ordinateur de boulot, peut-être de n'utiliser que pour le boulot et de l'éteindre après la fin de votre journée. Et en désactivant aussi peut-être les applications de travail sur votre téléphone pour vraiment permettre cette coupure. Une deuxième astuce, c'est peut-être de dire à vos collègues le matin quand vous êtes connecté et que vous êtes prêt à travailler, et puis peut-être leur dire quand c'est la fin de votre journée. Donc un petit coucou et un petit je me déconnecte, ça peut être pas mal. Il y a des logiciels qui sont adaptés pour télétravailler, donc utilisez-le. Et n'hésitez pas aussi à utiliser des applis de messagerie instantanée pour les petits côtés informels et maintenir le contact, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on télétravaille d'être soudain coupé du monde. Donc n'hésitez pas aussi à faire des visios ou à téléphoner quand il y a des sujets un peu plus urgents. Voilà. C'est bien aussi de savoir avec votre manager qu'est-ce que vous faites et que les choses soient bien organisées. N'hésitez pas quand vous parlez avec vos collègues à mettre des petits smileys, parce que en fait parfois une blague ou quelque chose qui est écrit n'est pas du tout ressenti de la même manière que si vous le disiez en face. Il n'y a pas du tout tout le langage non vocal, non verbal, et donc c'est important. Si vous n'êtes pas disponible, ça peut arriver. Mais à ce moment-là aussi, prévenez votre chef pour pas qu'il ait l'impression que en fait vous n'êtes pas en train de travailler de manière générale et en faire une généralité. Et puis n'hésitez pas à bouger et à pas rester chez vous. Sortez vous aérer, sans aller embrasser les voisins qui se baladent dans la rue, mais c'est peut-être pas mal de faire une petite pause à midi et le soir pour aller vous aérer et prendre l'air. On ne parle pas forcément d'une séance de sport intense, notamment parce que c'est pas tellement le moment d'aller se mettre dans une salle de sport, pour peu qu'elle ne soit pas fermée, mais on peut parler d'une marche d'une demi-heure, quelque chose qui vous permette de vous changer, de sortir. À la limite, si vous avez le temps, faites-le aussi plusieurs fois par jour. Si vous avez des enfants, j'imagine que c'est aussi une façon de permettre aux enfants de prendre l'air, et j'imagine que ça, même si on n'a pas encore, on n'a pas cette donnée-là, j'imagine que ça peut aider aussi pour la suite. Voilà, et puis le dernier conseil, c'est de faire attention à la sécurité de la connexion de là où vous travaillez. Donc si vous êtes à la maison et que c'est votre connexion Internet, si vous avez les pare-feux et un bon antivirus, il n'y a pas de problème. Mais si vous travaillez dans des endroits où il y a un Wi-Fi public,
sachez qu'ils sont très mal sécurisés et que ce n'est sans doute pas le meilleur endroit pour travailler. Et si vous n'avez pas le choix, parce que voilà, c'est votre seule option, sachez que vous pouvez mettre en place un VPN qui vous permettra de sécuriser un petit peu votre connexion. Voilà pour les conseils télétravail. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast, ce 14e épisode. On est vraiment ravis d'être toujours là après quelques mois. C'était un peu un défi qu'on s'était posé, lancé. On est là. Et on se demandait si on arriverait à tenir. Et finalement, voilà, on continue. On en est donc au 14e épisode. On est ravis aussi de constater que on n'est pas tout seul à parler devant notre micro, mais qu'il y a aussi des gens qui nous écoutent de l'autre côté du poste, comme on dit. Et voilà, aujourd'hui on est à 716 écoutes depuis le début, depuis notre premier épisode. Voilà, et on est aussi ravis de voir que ceux qui nous écoutent sont pas que en Belgique et en France, mais viennent aussi de différentes régions du monde. Et voilà, c'est étonnant. On a des gens qui nous écoutent du Cambodge. Alors peut-être que c'est Pierre et Mathieu qui nous écoutent, du Chili ou des États-Unis. Voilà, c'est assez étonnant, mais on est ravis en tout cas de pouvoir partager ces moments avec vous. Et là encore, n'hésitez pas à interagir avec nous sur Twitter, @tranche-de-couple, avec un 2 au milieu comme le chiffre, ou tranche-de-couple@gmail.com, tout ça au singulier. Voilà, on arrive à la fin de notre podcast. On voulait vous dire qu'on vous aime, et on vous retrouve dans 15 jours lors de la diffusion de notre podcast le 2e lundi de chaque mois. Le 1er et le 3e. Premier et le 3e. Oh là là. Et évidemment, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et à très bientôt pour de nouvelles tranches vitaminées.